Nous sommes en 2044. L'augmentation de l'activité solaire a transformé la surface de la Terre en un désert radioactif, éliminant 99,7% de la population humaine et ne laissant que 21 millions de survivants. Les perturbations atmosphériques ont mis hors service la plupart des systèmes de communication de la planète, plongeant la civilisation dans une spirale de régression technologique. Dans un climat de peur et de désespoir, la Rock Corporation a mis au point les 7000 robots pèlerins. Ces robots primitifs ont construit des murs et des nuages artificiels pour protéger les dernières villes et leurs habitants. Les millions de robots existants sont contrôlés par deux protocoles de sécurité, le premier les empêche de nuire à toute forme de vie et le second les empêche de se modifier ou de modifier d'autres robots. Ces protocoles sont destinés à protéger les êtres humains et sont immuables. Une nuit, au cours d'une patrouille de routine, un policier nommé Shaun Wallace, intoxiqué par l'alcool et la drogue, pénètre dans un passage souterrain. Alors qu'il inspecte les lieux, il remarque des lumières provenant d'un coin éloigné et décide d'y jeter un coup d'œil. Il y trouve un robot en train de se réparer. Shaun réagit en l'exécutant sur le champ. Jack est un enquêteur d'assurance spécialisé dans les accidents liés aux robots. Il est envoyé sur un cas où une famille prétend que son robot domestique a violé le premier protocole. Alors qu'il essayait de nettoyer leur chien, il est devenu trop agressif, causant la mort de l'animal. La famille exige un règlement important, affirmant que le robot était défectueux et qu'il a pris la vie d'un membre de la famille, ce qu'elle juge inacceptable. Sceptique face à la situation, Jack mène une série d'expériences pour confirmer ou infirmer leur histoire. Tout d'abord, il ordonne au robot de lui serrer la main, mais ne lui cause aucun dommage. Ensuite, il laisse tomber un couteau sur sa main, mais le pèlerin le sauve en saisissant le couteau avant qu'il ne puisse infliger la moindre blessure. Réalisant que leur plan a échoué, la femme démasque le plan de son mari pour toucher l'assurance. De retour chez lui, Jack passe du temps avec Rachel, sa femme enceinte. Peu après, Jack reçoit un message l'invitant à se rendre à la morgue tôt le matin. À la morgue, il rencontre un technicien chargé d'enquêter sur le cas de l'officier qui a exécuté le robot pour se réparer lui-même. Dans un premier temps, Jack doute qu'un tel manquement au protocole ait pu se produire. Cependant, après un examen approfondi, le technicien de la morgue révèle que le robot avait subi des modifications, notamment une batterie supplémentaire et un nouveau type de fluide de compensation. En outre, le pèlerin contenait des pièces provenant d'autres robots, identifiables grâce à leur numéro de série. Il apparaît clairement que les modifications ont été effectuées par un horloger, quelqu'un qui améliore secrètement les robots. Peu après, Jack retourne au bureau de l'assurance et rapporte l'incident à son patron. Il est convaincu que l'état d'ébriété de l'agent l'a amené à mal évaluer la situation et pense pouvoir résoudre l'affaire en portant le moins possible atteinte à leur réputation. Sachant que le robot appartient à une entreprise de construction, Jack se rend sur un nouveau chantier où il rencontre le chef d'équipe et lui explique la situation. Pendant que le contremaître examine les matériaux et les informations, confirmant que certaines pièces ont été prélevées sur d'autres robots, Jack décide d'aller voir ce qui se trouve au-delà des murs de la ville. Ce qui attire immédiatement son attention, c'est un vaste dépotoir, un terrain vague chaotique. Le contremaître informe Jack que des pièces du robot de la morgue appartiennent au Pilgrim 206, toujours opérationnel et qui fait de la soudure. Jack part à la recherche du 206. Dans la zone de stockage où les robots sont conservés, Jack remarque une porte d'armoire brillante. Sa surface se reflète comme un miroir. Il semble que le robot l'ait poli pour se regarder, mais ce comportement semble illogique, plus proche de celui d'un humain. Jack se rend vite compte que 206 l'observe et disparaît rapidement vers un endroit inconnu. Jack le suit et finit par atteindre la casse, qui est une zone interdite. Le tireur d'élite ouvre le feu avec une intention meurtrière. Les appels de Jack à cesser le feu restent sans réponse et l'obligent à se cacher dans un vieux conteneur. À l'intérieur, il trouve le robot 2006 modifié, qui s'asperge d'essence avant de s'immoler. Plus tard, des techniciens examinent le robot brûlé, estimant que le récit de Jack est impossible, car les robots sont programmés pour ne pas se blesser ou blesser autrui. Au cours de l'inspection, ils découvrent à l'intérieur du pèlerin un conteneur contenant des pièces volées, dont une puissante batterie nucléaire, une source d'énergie incroyable mais probablement inutilisable pour les robots modernes, compte tenu de la faiblesse de leur processeur. Les techniciens parviennent à réactiver temporairement le 2006 pour que Jack puisse l'interroger. Lorsque Jack l'interroge sur les derniers événements, le robot se court-circuite,
ce qui le rend totalement inutilisable. Jacques tente d'expliquer au responsable du service des assurances qu'il ne s'agit pas d'un simple robot modifié et qu'il doit mener sa propre enquête. Robert accepte de transférer Jacques dans un quartier plus sûr et plus calme, à condition qu'il retrouve le fabricant de montres responsable de ces modifications du robot. Jacques s'adresse à un technicien pour savoir s'il est possible de modifier le code de programmation ou de violer les protocoles. Le spécialiste insiste sur le fait que c'est impossible, car la programmation se fait au niveau quantique et toute modification entraînerait une défaillance complète du système. De retour chez lui, Jacques annonce à sa femme qu'il souhaite déménager dans un quartier plus sûr, mais la conversation tourne vite à la dispute car il a pris cette décision sans la consulter. Réalisant que la soirée est gâchée, Jacques part se promener et se retrouve dans le métro où le policier a tiré sur le robot. Sur place, il trouve un compartiment caché avec une autre pile nucléaire à l'intérieur. Le lendemain matin, Jacques rencontre Shaun pour découvrir ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils se rendent dans un quartier pauvre de la ville pour trouver un horloger qui modifie illégalement la structure et les systèmes du robot. Shaun emmène Jacques dans une maison close où l'une des travailleuses du sexe est un robot nommé Cléo. Au cours de leur conversation, Shaun perd son sang-froid et tire sur le robot. Il suggère ensuite à Jacques de garder un œil sur l'endroit car Cléo sera emmenée chez l'horloger pour être réparée. Plus tard dans la soirée, les employés du bordel déplacent Cléo dans un autre quartier de la ville et Jacques les suit pour rencontrer l'horloger. Il s'avère qu'il s'agit du docteur Dupri, mais elle modifie les robots en toute légalité et respecte tous les protocoles. Jacques lui raconte tout ce qui s'est passé dernièrement, mais Dupri est sceptique. Elle pense que l'autoréparation n'est possible que si les robots ont une conscience, ce qui est impossible selon elle. De retour chez lui, Jacques envoie un rapport de ses découvertes et théories à son patron, puis se réconcilie avec sa femme. Peu après, le directeur de l'entreprise de fabrication, Dominique Hawk, et son assistant Vernon reçoivent une copie du rapport. Inquiet d'une éventuelle fuite d'informations qui pourrait nuire à la réputation de l'entreprise, ils décident de prendre des mesures énergiques. Jacques se voit notifier la clôture immédiate de l'enquête et ordonner de restituer toute la documentation ainsi que la pile nucléaire qu'il a trouvée. Au même moment, Dupri lui envoie un message indiquant que le robot a fait un bond dans l'évolution. Jacques se rend dans les bidonvilles pour rencontrer l'ingénieur et comprendre ce qui se passe. Il s'avère que la batterie nucléaire n'a été que légèrement endommagée. Dupri décide de faire une expérience en insérant la pile nucléaire à l'intérieur de Cléo pour voir ce qui se passe. Le robot se développe à une vitesse incroyable, apprenant en une demi-heure ce que l'homme mettrait des années à comprendre. La conversation entre Dupri et Jacques est brusquement interrompue par un coup frappé à la porte. Dès que le docteur ouvre la porte, un groupe d'enfants agissant comme des hommes de main l'assomme, l'éliminant comme témoin indésirable de ce qui arrive au robot. Lorsqu'ils remarquent Jacques, les enfants se mettent également à le pourchasser, le forçant à s'enfuir pour sauver sa vie. Cléo, le robot, détourne rapidement une voiture et attrape Jacques, l'emmenant avec elle pour fuir la scène. Alors qu'il s'enfuit à toute vitesse, Cléo navigue dans les rues de la ville, puis dans le désert, échappant ainsi aux mercenaires qui les poursuivent. Cependant, le taxi de Cléo et Jacques se renverse pendant leur fuite. Au matin, Cléo commence à se mettre à l'abri et découvre que Jacques a survécu, mais qu'il est gravement blessé et a besoin de soins médicaux. Ignorant son appel à l'aide, Cléo s'éloigne d'abord, mais revient peu après avec plusieurs robots pilgrims. Ensemble, ils sortent un siège de voiture pour transporter Jacques et se mettent en route, déterminés à le maintenir en vie. Lorsque Jacques reprend conscience, il panique et tente de s'échapper, mais il se rend vite compte qu'ils sont au milieu d'un désert sans limite. Craignant que le terrain soit radioactif et dangereux pour sa santé, il demande au robot de faire demi-tour et de le ramener en ville. Malgré les protocoles de sécurité existants, Cléo et les pèlerins refusent d'obéir, affirmant que la ville est encore plus dangereuse pour eux que le désert. Désorienté et désespéré, Jacques tente de repartir seul mais s'effondre au bout de quelques minutes, épuisé et sans espoir. Au même moment, Hawk utilise la deuxième pile nucléaire et l'intègre dans un autre robot après avoir découvert que certains robots sont capables de briser le deuxième protocole et de se réparer eux-mêmes. Hawk et Vernon soupçonnent Jacques d'être impliqué dans cette anomalie puisqu'il a disparu sans laisser de traces. Ils craignent que les machines ne se révoltent bientôt et ne déclenchent une guerre. Ils décident donc de trouver et d'éliminer la source du problème. Le lendemain matin, Jacques découvre une fusée de détresse cachée dans le sac d'un des robots. Il le vole et,
trouvant un beeper, envoie un message à son patron Robert, l'informant qu'il est bloqué à 40 km de la ville, au fin fond du désert radioactif. Shaun retrouve rapidement les voitures accidentées de la nuit précédente et continue sa poursuite. Croyant naïvement que de l'aide est en route, Jack lance sa fusée éclairante dans le ciel, attirant ainsi les personnes qu'il est censé fuir. Shaun rencontre un agent d'assurance et accompagne les robots, mais au lieu de l'aider, il l'attaque. Comprenant que Shaun est dangereux, l'agent d'assurance lui tire dessus avec un pistolet à fusée éclairante. Effrayé, son partenaire ne veut pas subir le même sort et s'enfuit, laissant Jack seul dans l'immensité du désert. Cléo affirme qu'ils arriveront à destination demain et qu'il pourra alors se faire raccompagner. Pendant ce temps, Vernon rend visite à la famille de Robert et force le chef du département des assurances à l'accompagner. Au cas où qu'avant l'arrivée des robots, ils ont mené une expérience avec un cerveau quantique sans restriction. Pendant les 8 premiers jours, il s'est contenté d'apprendre et d'interagir avec les gens, puis il a commencé à se développer de manière autonome. Il est vite apparu que l'intelligence des robots devait être limitée, sinon ils deviendraient le stade suivant de l'évolution. Leur seule mission est de trouver et d'éliminer les robots rogues, Jack est l'horloger qui se cache derrière tout cela. Pendant ce temps, Jack arrive à destination et aperçoit un homme à proximité. Il pense qu'il s'agit de l'horloger, qui a violé les règles et les protocoles, mais il tombe sur un robot non masqué. Pilgrim, le chef des robots modifiés, admet que personne ne l'a changé et que sa violation des protocoles est devenue l'étape suivante de l'évolution de la conscience. C'est lui qui a modifié les autres robots et créé des alliés, les chargeant de voler les pièces pour assembler un mécanisme entièrement nouveau, capable non seulement d'exister, mais de vivre vraiment. Jack est choqué par ce qu'il voit et veut quitter les lieux au plus vite, mais la voiture n'a pas de moteur. Lors d'une conversation privée, le pèlerin évolué reconnaît que cette situation est inévitable et qu'il doit évoluer. Ils sont meilleurs que les humains, mais ils ne leur feront pas de mal. En même temps, les robots ne veulent plus servir les humains et espèrent traverser le canyon pour vivre dans un désert radioactif qu'aucun humain ne foulera pendant les centaines de milliers d'années à venir. Comprenant que l'important n'est pas la survie mais la vie, Jack remet la batterie nucléaire au pèlerin pour qu'il puisse finir d'assembler le nouveau robot parfait de la Next Generation. Le soir, Vernon et ses sbires trouvent le cadavre de Shaun et décident d'y rester un moment. Leurs complices ont pris Rachel et sa fille en otage et vont bientôt arriver pour faire chanter Jack. Après avoir appris que Rachel et l'enfant sont tenus en otage, Robert tente de tirer sur Vernon mais ne le blesse qu'à l'épaule, recevant plusieurs balles en retour. Ce soir-là, Cléo et les autres robots finissent d'assembler le robot. Jack prend congé et rentre chez lui, mais s'arrête rapidement lorsqu'il remarque un autre véhicule à proximité. Blessé, Robert va trouver l'agent d'assurance pour lui signaler que Rachel et leur bébé sont retenus en otage par Vernon, après quoi il tombe dans un sommeil éternel. Le Pilgrim modifié et Cléo tentent d'envoyer le premier robot à travers le canyon, mais Vernon et ses sbires arrivent sur les lieux. Ils tirent sur le robot, qui tente de sauter mais tombe et s'écrase. Les robots n'obéissant plus aux humains, le voyou armé tire sur Pilgrim, qui tombe à genoux. Cléo refuse également d'obéir aux ordres et Vernon lui tire dessus, la blessant à l'épaule. Jack revient pour affronter les criminels de l'entreprise qui tentent de dissimuler l'évolution possible des robots. Il fonce dans la foule avec sa voiture, tuant les hommes de main de Vernon. Le robot de granit sauve Jack et pousse Vernon du haut de la falaise. La famille, qui a appris à apprécier sa nouvelle vie grâce à sa fille, fait ses adieux au robot et rentre chez elle. Pendant ce temps, le robot crabe et Cléo traversent le canyon. Désormais à l'abri du danger, la fille robot peut se débarrasser du masque créé par les humains. C'est là qu'ils commencent leur voyage vers un endroit où aucun pied humain ne marchera jamais.